Alors bonsoir à tous et à toutes et bienvenue dans cette nouvelle vidéo pour la suite des fantômes de la colo. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en forme, que vous êtes relax ou que vous vous occupez à écouter mes histoires. Enfin c'est pas moi qui les ai écrits, mais vous m'avez compris. Où est-ce qu'on en était la dernière fois? On suivait l'histoire de Harry et son frère Frank, un an plus jeune que lui. J'allais faire ça alors que je n'ai pas de lunettes. Dans la colo lunaire, un truc comme ça. Ils se sont plutôt bien accueillis, mais quand même il y a des choses bizarres qui se passent, notamment sur le fait que Oncle Joe a l'air de venir d'une autre planète. D'ailleurs, je me demande si la colo là n'a pas rapport avec la colo de la peur. Oncle Joe me dit vaguement quelque chose, mais bon, je me trompe peut-être. Harry a fait connaissance d'une jeune fille, Lucie, pendant le feu de camp, en train de manger leur saucisse. Harry avait fait tomber sa saucisse et ce qui était bizarre c'est que la petite elle avait pris la saucisse avec le bras qui brûlait littéralement avec les flammes qui étaient sur son bras et il y avait zéro souci dans son esprit. Donc il se passe des choses, hein. On va pas se le cacher, c'est très bizarre. Avant de commencer la suite des fantômes de la colo, juste une petite parenthèse, je suis en train de vous préparer une petite surprise pour les 1000 abonnés. Et pendant les fêtes de fin d'année, vous n'avez pas eu de vidéo parce que je m'étais mis en congé entre guillemets. Pendant ma surprise aussi que je suis en train de vous faire, je n'avais rien fait et je le regrette parce que je me suis dit d'ici à ce que j'ai les 1000 abonnés, il va y avoir encore pas mal de temps, donc j'ai le temps et en fait je vais quand même me presser hein, parce que vous êtes en train de vous abonner rapidement, un petit malandrin. Pendant les fêtes, on avait dépassé les 900 abonnés. Alors qu'avant les fêtes, ça n'était pas le cas. Et avant-hier, j'étais à 903 abonnés. Hier, j'étais à 923 abonnés. Donc 20 abonnés en un jour, c'est plutôt pas mal. Donc j'ai très peur de devoir courir après le temps si jamais vous continuez dans cette lancée, ce qui me ferait bien évidemment plaisir, mais ça me presse dans mon projet. Donc je vais me dépêcher, parce que j'ai pas envie d'être en retard au niveau de la sortie de ma surprise pour les 1000 abonnés. Donc on va recommencer où on en était, parce que pendant la chanson qui durait une éternité, Harry était gêné de la manière de Frank, que Frank se donnait en spectacle, donc il s'était mis sur le côté et Lucie l'avait rejoint en lui demandant de l'aide. Quand ils sont revenus, c'était l'heure de raconter les histoires de fantômes. Je crois que c'est Oncle Joe qui raconte les histoires de fantômes, donc tout le monde est déjà en mode stress. Lucie est étonnée que Harry ne croit pas aux fantômes et elle a dit qu'il allait changer d'avis après la soirée. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Quelles sont ces histoires de fantômes? Comme d'habitude, hein, vous le savez bien, je vous souhaite une bonne écoute. Des myriades d'étincelles tourbillonnantes s'envolèrent dans le ciel étoilé. Oncle Joe se pencha sur le brasier. Les flammes dansaient dans ses petits yeux ronds. Un silence attentif se fit dans la forêt. Même le vent avait cessé de murmurer. Je fus de nouveau parcouru par un frisson glacé et me rapprochai du feu. Beaucoup d'autres firent de même. Personne ne parlait. Tous les regards étaient braqués sur le visage souriant d'Oncle Joe. Alors, de sa voix grave, il raconta la première histoire. Un groupe s'en était allé dans les bois pour camper. Ils portaient de lourds sacs à dos avec leurs tentes et leurs sacs de couchage. Leur moniteur se nommait John. Il menait sa troupe au plus profond des bois. Bientôt, des nuages noirs assombrirent le ciel, masquant la lune. Les ténèbres entourèrent les campeurs. Ils marchaient en rang serré, s'efforçant de ne pas perdre le chemin de vue. De temps à autre, la masse nuageuse se déchirait, laissant filtrer quelques rayons de lune. Les arbres ressemblaient à des fantômes immobiles, argentés et froids. Au début, la petite troupe avait entonné des chants de marche, mais à mesure qu'elle s'enfonçait dans les bois, les voix devenaient tremblantes et faibles, étouffées par les arbres. Les enfants cessèrent de chanter et ils n'écoutaient plus que le crissement de leurs pas et le bruit furtif des animaux nocturnes qui détalaient à leur approche. « Quand allons-nous installer le camp, John » demanda une fille du groupe. « Il faut s'enfoncer davantage dans les bois, » répondit-il. Alors ils continuèrent à avancer. Bientôt, une bise glaciale se mit à souffler, agitant la cime des arbres. « On peut installer le camp maintenant, John » demanda un garçon. « Non, il faut s'enfoncer davantage dans les bois. » C'était toujours la même réponse. Il n'y eut bientôt plus de chemin. Le groupe dut se frayer un passage entre les arbres et contourner des buissons d'épineux qui leur barraient le passage. Des ululements s'élevèrent dans le lointain. Ils perçurent le bruit soyeux d'un vol de chauve-souris. Des bêtes invisibles filaient entre leurs jambes.
Nous sommes vraiment fatigués, se plaignit un garçon. Quand allons-nous monter les tentes? Il faut s'enfoncer davantage dans les bois, insista John, une troisième fois. Un bivouac n'est amusant que si l'on est au plus profond de la forêt. Alors ils marchèrent encore, tressaillant au moindre bruit, effrayés par l'aspect menaçant des branches basses qui s'agitaient sur leur passage. Finalement, ils débouchèrent dans une petite clairière tapissée d'herbes tendres. « Peut-on s'arrêter maintenant, John » supplia tout le groupe. « Oui, acquiesça-t-il. Cet endroit est parfait. Nous sommes vraiment au plus profond des bois. » Les campeurs, soulagés, déposèrent leurs sacs au centre de la clairière. Le sol scintillait légèrement sous les rayons argentés de la lune. Ils dépliaient les tentes quand, soudain, un bruit étrange les fit s'interrompre. Baboum, baboum. « Qu'est-ce que c'est » s'écria un campeur. John haussa les épaules. « Ce doit être le vent, hasarda-t-il. » Rassuré, le groupe reprit sa besogne, mais le curieux bruit résonna de nouveau. Baboum, baboum. Cette fois, un murmure effrayé s'éleva de la troupe des campeurs. « Qu'est-ce que ça peut bien être » demandèrent-ils. « C'est sans doute un animal » répondit John. « Baboum, baboum. »« Ça se rapproche » gémit un garçon. « Ça arrive droit sur nous » renchérit un autre. « Ce n'est rien » les rassura John, « inutile de vous inquiéter. » Alors ils achevèrent de monter les tentes et déployèrent leur duvet à l'intérieur. Baboum, baboum. Les enfants s'efforcèrent d'ignorer le vacarme, mais il était proche, si proche. C'était un son à la fois étrange et familier. Baboum, baboum. Les campeurs ne purent trouver le sommeil. Le bruit était trop fort, trop inquiétant. Baboum, baboum. Recroquevillés dans leur sac de couchage, ils se bouchèrent les oreilles. Il n'y avait rien à faire. « John, on n'arrive pas à dormir » se plaignirent-ils. « Moi non plus » grogna-t-il. Baboum, baboum. « Qu'est-ce qu'on fait alors » demanda le groupe. Mais John n'eut pas le temps de répondre. Un nouveau baboum, baboum retentit et une voix tonnante gronda. « Que faites-vous donc sur mon cœur » Le sol se mit à trembler. Les campeurs comprirent alors quelle était cette pulsation. Et comme le sol s'agitait violemment sous leurs pieds, ils réalisèrent, mais trop tard, qu'ils s'étaient installés sur le corps d'un monstre gigantesque. « Je crois que nous nous sommes enfoncés trop loin dans les bois » s'écria John. Ce furent ses dernières paroles. Une face hideuse et hirsute s'arracha de terre. Le monstre ouvrit une gueule béante et avala tout le groupe sans même prendre la peine de les mâcher. Tandis qu'il glissait inexorablement vers le fond de sa gorge, les battements de cœur s'accélérèrent et le vacarme devint assourdissant. Baboum, baboum, baboum. Oncle Joe hurla le dernier, baboum, comme s'il voulait réveiller les morts. Certains enfants hurlèrent à leur tour, le visage déformé par la peur. À côté de moi, Lucie était repliée sur elle-même et mordait nerveusement sa lèvre inférieure. Oncle Joe sourit, ravi, les flammes dansantes illuminant sa face ronde. Je me tournai vers Elvis, hilar. « Elle est hyper drôle, cette histoire. » Il me toisa en plissant les yeux. « Comment? Tu trouves ça drôle? »« Oui, approuvai-je, c'est une histoire rigolote. » Alors Elvis me dévisagea avec le plus grand sérieux. « Mais c'est une histoire vraie ?» chuchota-t-il. J'éclatai de rire. « Oui, bien sûr, » fis-je en roulant des yeux. Je pensais qu'Elvis allait rire lui aussi. Il n'en fit rien. Les flammes se reflétaient dans ses yeux pâles. Il m'observa un instant, toujours sérieux, et se tourna vers mon frère. Une légère angoisse me saisit. Pourquoi se comportait-il aussi bizarrement? Pensait-il vraiment que j'allais avaler une histoire insensée? J'ai 12 ans. Il y a bien longtemps que j'ai cessé de croire au grand méchant loup et au croque-mitaine. Je reportai mon attention sur Lucie. Elle était toujours repliée sur elle-même et contemplait le feu d'un air absent. « Tu le crois » demandai-je en désignant Elvis. « Il est fou !» Lucie regardait droit devant elle, perdue dans ses pensées. Elle ne semblait pas m'entendre. Elle releva finalement la tête. « Pardon? Qu'est-ce que tu disais ?»« Le copain de mon frère, » dis-je en désignant de nouveau Elvis. « Il prétend que l'histoire d'oncle Joe est vraie. » Lucie hocha la tête sans répondre. Moi, je l'ai trouvée plutôt amusante. Lucie ramassa une brindille qu'elle jeta dans le feu.
J'attendais qu'elle réponde, mais elle était de nouveau perdue dans ses pensées. Le feu n'était plus qu'un tas de braises rougeoyantes. Chris et un autre moniteur apportèrent des fagots pour le raviver. Les flammes repartirent de plus belle et les deux moniteurs ajoutèrent de grosses bûches. Puis, ils regagnèrent leur place et oncle Joe s'avança. Il se tenait tout droit, les mains dans les poches de son short blanc. Ses longs cheveux luisants capturaient les rayons de la lune et brillaient d'un éclat argenté. Il nous gratifia d'un large sourire. À présent, je vais vous raconter la seconde histoire traditionnelle de la colo des esprits lunaires. Une fois encore, l'assemblée fit silence. Je me penchai un peu et tentai d'attirer l'attention de mon frère, mais il ne quittait pas des yeux oncle Joe. Il avait dû trouver la première histoire totalement grotesque. Je crois qu'il déteste ce genre encore plus que moi. Nous pensons tous deux qu'il s'agit de bobards destinés surtout à effrayer des gamins attardés. C'est pourquoi je ne parvenais toujours pas à comprendre la réaction d'Elvis. Était-il stupide? Voulait-il plaisanter? Ou cherchait-il à me faire peur? La voix tonnante d'oncle Joe m'interrompit dans mes pensées. Voilà l'histoire que l'on raconte tous les ans au camp des esprits lunaires, commença-t-il. Voilà l'histoire du camp fantôme. Cette légende débute dans un lieu semblable à celui-ci. Par une chaude nuit d'été, enfants et moniteurs étaient rassemblés autour d'un feu de camp. Ils avaient grillé des hot-dogs et avaient entonné des chants accompagnés à la guitare par un des moniteurs. Quand ils furent fatigués de chanter, les moniteurs racontèrent des histoires de fantômes, des légendes qui se transmettaient chaque année dans la colo depuis près d'un siècle. La soirée se terminait, le feu de camp n'était plus qu'un petit tas de braises rougeoyantes. La pleine lune s'était levée et semblait flotter dans le ciel comme un disque pâle. Le directeur allait annoncer la fin des réjouissances quand soudain une chape de ténèbres s'abattit sur les colons. Tous levèrent la tête, de lourds nuages noirs masquaient la lune. De longs rubans de brume progressaient en dansant autour d'eux. C'était une brume froide et humide. Grise dans un premier temps, elle devint rapidement d'un noir d'encre. Le brouillard s'étendit rapidement sur le campement. Une vague épaisse déferla sur les braises mourantes, sur les enfants et les moniteurs, sur les bungalows, le lac et les arbres. C'était une brume suffocante, si opaque qu'elle rendait toute chose invisible. Le brouillard stagna un instant à quelques centimètres du sol. Puis il se dissipa tout aussi brusquement qu'il était apparu. La lune éclaira de nouveau le campement de ses rayons blafards. L'herbe scintilla à présent comme sous l'effet de la rosée. Le feu s'était éteint. Seules quelques braises émettaient encore une faible lueur pourpre au milieu des cendres grises. Et les campeurs restaient assis autour du feu éteint, le regard vide, immobile, totalement immobile, parce qu'ils n'étaient plus vivants. Le brouillard, en se dissipant, n'avait laissé derrière lui qu'une colonie de vacances fantômes. Les enfants, les moniteurs, le directeur, tous étaient devenus des esprits, des spectres. Alors ils se levèrent et regagnèrent leur bungalow. Ils savaient que la colonie de vacances fantômes serait leur unique demeure, jusqu'à la nuit des temps. Oncle Joe recula légèrement, un sourire narquois au bord des lèvres. Je jetai un rapide coup d'œil sur l'assemblée. Les visages étaient fermés et graves. « C'est une excellente histoire, me dis-je. Elle est plutôt effrayante, mais il lui manque une conclusion. » Je me tournai vers mon frère pour avoir son avis. Je sursautai en remarquant son air terrorisé. « Franck, que se passe-t-il » m'écriai-je, brisant d'un coup le silence pesant qui planait sur le groupe. Il ne répondit pas. Ses yeux étaient rivés sur le ciel. Je suivis son regard et laissai échapper un cri d'horreur. Une chape de brouillard épaisse et noire tombait lentement sur le campement. Je contemplais, interdit, la masse brumeuse qui s'approchait. Le sol disparaissait dissimulé par elle. Elle engloutissait les arbres, masquait le ciel. « C'est fou, pensai-je. C'est impossible. » Je m'approchai de mon frère. « C'est une simple coïncidence, lui dis-je. » Mais il ne m'entendait plus. Il se leva d'un bond, tremblant de tous ses membres. Je l'imitais. « Ce n'est que la brume, le rassurai-je. C'est un phénomène fréquent en forêt. »« Vraiment » fit Franck d'une toute petite voix. De longs serpentins s'enroulaient lentement autour de nous. « Bien sûr, affirmai-je en le bousculant légèrement. « Hé, Franck, tu ne vas pas te laisser effrayer par cette histoire.
On n'a jamais cru aux fantômes. Mais, bredouilla Franck, pourquoi nous regardent-ils tous? Je me tournai. Mon frère avait raison. Tous les regards étaient posés sur nous. Les visages disparaissaient par instants derrière le voile de brume. Je ne sais pas pourquoi ils nous observent, bafouillai-je nerveusement. Le brouillard nous recouvrait maintenant. Je grelottais de la tête aux pieds. Harry, je n'aime pas ça, chuchota Franck. L'écran de brume était devenu si dense que je l'apercevais à peine. Je sais que nous ne croyons pas en fantômes, reprit-il, mais je n'aime pas ça. C'est trop effrayant. De l'autre côté du cercle, la voix grave d'oncle Joe brisa le silence. C'est un superbe brouillard nocturne, annonça-t-il. Levons-nous et entonnons le chant des esprits lunaires. Franck et moi étions déjà debout. Les autres obéirent lentement. Leurs faces, pâles, scintillaient derrière les nappes opaques. Je frottais mes bras. J'étais gelé et trempé. J'épongeais mon visage avec mon t-shirt. Le brouillard sembla s'intensifier quand oncle Joe entonna le premier couplet. L'assemblée reprit en chœur. Franck se joignit au groupe, mais cette fois, il ne força pas sa voix. Le chant me parvenait comme étouffé par la masse sombre qui nous recouvrait. Il semblait venir de très loin. Je tentais d'apercevoir les participants entre les voiles qui passaient devant mes yeux. Le chant faiblissait peu à peu. Les voix se turent les unes après les autres. Il ne resta bientôt plus que celle de Franck. Son timbre pur et clair résonnait, solitaire, à mes côtés. Finalement, il se tut lui aussi. Le brouillard se dissipa petit à petit et les rayons argentés de la lune nous éclairèrent de nouveau. Franck et moi échangeâmes un regard surpris. Tout le monde avait disparu. Nous étions seuls devant les braises mourantes. Je clignai des yeux à plusieurs reprises, ne sachant que penser. Allait-il réapparaître? Franck était comme moi, totalement abasourdi. Les enfants, les moniteurs, oncle Joe, ils s'étaient tous évanouis en même temps que le brouillard. Un frisson glacé me parcourut. J'étais trempé par le brouillard. Où sont-ils passés? Bégaya Franck. J'avalais péniblement ma salive. Un morceau de bois craqua parmi les braises et je tressaillis. Puis je me mis à rire. Franck me contempla comme si j'avais perdu la tête. « Harry, tu n'as pas compris ?» ricanai-je. « C'est encore une blague. »« Quoi ?» fit-il en plissant les yeux. « Mais oui, c'est une de leurs maudites blagues. Ils doivent la faire à tous les nouveaux. » Franck esquissa une grimace. Il n'était pas persuadé par ce que j'avançais. « Ils se sont enfuis dans les bois, affirmai-je. Ils ont profité du brouillard pour courir se cacher. Ils s'étaient tous mis d'accord. »« Mais, et le brouillard ?»« Il est artificiel, m'exclamai-je. Ils doivent avoir une sorte de machine à fumigène. » Franck se gratta le menton d'un air pensif. Je pouvais encore lire une certaine crainte dans ses yeux. « Ils doivent faire le coup à chaque fois, répétai-je. Dès qu'oncle Joe entame son histoire, un moniteur actionne la machine à fumer. Le brouillard envahit le campement et tout le monde prend la fuite. » Franck jeta un regard inquiet en direction des bois. « Je ne vois personne, chuchota-t-il. »« Alors ils sont tous dans les bungalows. Je suis sûr qu'ils nous attendent, impatients de découvrir la tête qu'on va faire. Prêts à se moquer de nous pour être tombés dans leur blague idiote, ajouta Franck. « Allons-y, m'écriai-je. » Je me mis à courir vers les bâtiments. Franck m'emboîta le pas. La lueur blafarde de la lune éclairait notre route à travers l'esplanade. Bien entendu, tout le monde surgit des bungalows à notre approche. Ils riaient et hurlaient, se tapaient dans les mains, ravis de leur effet. Je repérai Lucie parmi un groupe de filles. Elvis empoigna joyeusement Franck et roula avec lui dans l'herbe. Les autres chahutaient et se moquaient de notre air ahuri. Nous n'avons pas eu peur une seule seconde, mentis-je. Nous avions tout compris avant même que le brouillard se lève. Ma réponse provoqua l'hilarité générale. Ouh! Certains garçons imitèrent le cri du fantôme, ce qui provoqua de nouveaux rires. Je ne m'en offusquais pas, bien au contraire, j'étais soulagé. Mon cœur battait encore à tout rompre et j'avais comme une légère faiblesse dans les genoux. Mais malgré tout, j'étais bien content qu'il ne s'agisse que d'une plaisanterie. Toutes les colonies de vacances pratiquent ce genre de blague, me dis-je, et celle-là est plutôt réussie. Mais je n'avais pas été dupe. Pas longtemps, en tout cas.
Extinction des feux dans 5 minutes, lança brusquement oncle Joe, mettant fin ainsi au chahut. L'assemblée s'égaya comme une volée de moineaux et chacun regagna son bungalow. Je fus un instant totalement désorienté, ne sachant plus lequel était le mien. « C'est par là, Harry, me dit Frank en me poussant vers le 3e bâtiment. Mon frère a une meilleure mémoire que moi pour ces choses-là. Elvis et 2 autres garçons se trouvaient déjà dans la chambre. Ils s'apprêtaient à se coucher. Ils se présentèrent, Sam et Joey. Je me dirigeai vers mon lit et commençai à me dévêtir. Ouh! Un hurlement de fantôme me fit sursauter. Je me retournai brusquement et vis Joey qui me regardait, un large sourire aux lèvres. Les autres éclatèrent de rire, et je fis de même. Tout compte fait, j'aime bien cette colo, me dis-je. Leurs blagues sont nulles, mais c'est amusant. Je sentis une matière gluante et poisseuse sous ma semelle. Je venais de marcher dans une flaque de gelée bleue, toute fraîche. Les lumières de la chambre s'éteignirent soudain. Juste avant, j'avais eu le temps d'en apercevoir plusieurs autres sur le sol. Elles aussi étaient fraîches. La matière visqueuse collait à ma semelle. Je me dirigeai à tâtons vers les toilettes pour la nettoyer. « Qu'est-ce que c'est que ces flaques ?» me demandai-je, tout en me hissant dans mon lit. Joey et Sam occupaient les lits superposés qui faisaient face aux nôtres. Je réprimai un cri en me tournant vers eux. Leurs yeux luisaient comme des lampes phosphorescentes. « Que se passe-t-il ici ?» m'inquiétai-je. D'abord, ces flaques bleues. Ensuite, les yeux de Sam et Joey qui brillaient dans les ténèbres. Je me tournai contre le mur et m'efforçai d'oublier tout cela. J'allais m'endormir quand une main glacée se posa sur mon bras. Je me dressai d'un bond, frissonnant à ce contact glacial. J'aperçus alors mon frère. « Frank !» chuchotai-je avec rage. « J'ai failli mourir de peur. Qu'est-ce que tu veux ?» Il était debout sur son matelas et son visage arriva à hauteur du mien. Ses grands yeux noirs me fixaient avec intensité. « Je n'arrive pas à dormir, » gémit-il. « Et ça encore, » tranchai-je. « Pourquoi tes mains sont-elles gelées ?»« Je ne sais pas. Il fait froid ici. »« Tu t'habitueras, » assurai-je. « Tu as toujours eu du mal à dormir dans des endroits inconnus. » Je bâillais à m'en décrocher la mâchoire. J'attendais qu'il se recouche, mais il n'en fit rien. « Harry, tu ne crois pas aux fantômes, n'est-ce pas ?»« Bien sûr que non. Ne te laisse pas perturber par ces histoires stupides. »« Oui, tu as raison. Bonne nuit. » Il se recoucha. Je l'entendis bouger pendant quelques secondes. Les ressorts de son matelas étaient plutôt bruyants. Le pauvre, pensai-je. Cette blague idiote avec le brouillard l'a complètement chamboulé. Il ira mieux demain matin. Je jetai un coup d'œil vers les lits de Sam et Joey. Leurs yeux scintillaient-ils encore? Non. Tout était sombre. J'allais me retourner quand un détail m'arrêta. Je regardai à 2 fois. « Oh non !» murmurai-je tout haut. Là, dans la pénombre, Joey, endormi, flottait à 20 centimètres au-dessus de son matelas. Je me précipitai hors de mon lit, mais mes pieds étaient enroulés dans mon sac de couchage et je faillis tomber la tête la première. « Hé, que se passe-t-il » chuchota Frank. Je ne pris pas la peine de répondre. Je roulai sur le côté et me laissai choir au sol. « Ouille !» Je venais de me tordre la cheville. La douleur remonta le long de ma jambe, mais je l'ignorais et boitillais à travers la chambre. Je me souvenais vaguement de l'endroit où se trouvait l'interrupteur. Je devais absolument éclairer la pièce, m'assurer de ce que j'avais vu. Joey flottant à 20 centimètres au-dessus du matelas. « Ça va, Harry ?» lança Frank. Elvis grogna d'une voix pâteuse de l'autre côté de la pièce. « Quelle heure est-il » Je tâtonnai le mur d'une main fébrile et trouvai l'interrupteur. Une lumière vive illumina la pièce. Mon regard se porta aussitôt sur Joey. Il leva paresseusement la tête de son oreiller et me jeta un regard ensommeillé. « Qu'est-ce que tu as, Harry » demanda-t-il. Il était allongé sur le ventre, sur ses couvertures. Il ne flottait pas dans les airs. Il étouffa un bâillement. « Éteins immédiatement » aboya Sam. « Si oncle Joe nous surprend, on aura des ennuis. »« Mais, bafouillai-je. « Éteins » insistèrent Elvis et Sam avec un bel ensemble. « Excusez-moi, murmurai-je, confus. Je croyais avoir vu quelque chose. » Je me sentais totalement idiot. Avais-je vraiment vu Joey flotter dans les airs? Je dois être aussi perturbé que Frank, pensai-je. J'ai des visions maintenant. Je suis simplement nerveux parce que c'est le premier jour. Je regagnai mon lit d'un pas hésitant.
Au milieu de la pièce, je piétinais une nouvelle flaque de gelée bleue. Le lendemain matin, le short et le t-shirt blanc de la colonie de vacances lunaire nous attendaient au pied de notre lit. Tandis que j'enfilais cette tenue, je pensais joyeusement. Avec ça, nous n'allons plus ressembler à de vilains petits canards. À présent, nous faisions totalement partie de la colo. J'oubliais vite les frayeurs de la nuit précédente, tout à ma hâte de commencer la journée. L'après-midi, Franck passa l'audition pour le spectacle de fin de séjour. Moi, j'étais supposé apprendre à monter une tente, et nous devions partir camper dans les bois. Je m'arrêtai un instant près du bungalow où se déroulaient les auditions. La monitrice chargée de sélectionner les candidats s'appelait Véronica. Elle avait de longs cheveux cuivrés qui lui tombaient aux hanches. Ils étaient plusieurs sur la liste. Je repérais 2 guitaristes, un joueur d'harmonica, une danseuse de claquettes et 2 jongleurs. Véronica accompagnait les chanteurs sur un piano droit. Elle demanda à Franck quelle chanson il voulait interpréter. Il choisit un air des Beatles. Mon frère n'écoute jamais les groupes récents. Il préfère les Beatles ou les Beach Boys, les chanteurs des années 60. À ma connaissance, c'est le seul garçon de 11 ans qui n'écoute que des vieux tubes. Véronica joua l'introduction au piano et Franck se mit à chanter. Les autres participants chahutaient et discutaient bruyamment. Mais au bout de quelques secondes, un silence attentif se fit et tous se rapprochèrent du piano. Franck chantait comme un professionnel. Véronica aussi était émerveillée. Ses lèvres formèrent le mot « waouh » pendant qu'elle l'accompagnait. Un tonnerre d'applaudissements accueillit la fin de la chanson. Elvis congratula Franck d'une grande tape dans la main tandis qu'il descendait de l'estrade. C'était à son tour de chanter. Il annonça qu'il interpréterait un morceau d'Elvis Presley, puisque ses parents l'avaient appelé comme lui. Il s'éclaircit la voix et entonna les premières notes de Heartbreak Hotel. Oui, je ne sais pas s'il brisait les cœurs, mais il n'avait pas son pareil pour briser les tympans. Il chantait atrocement faux, à croire qu'il le faisait exprès. Véronica tentait péniblement de suivre le rythme, mais je crois qu'elle aurait préféré abandonner le clavier et se boucher les oreilles. Elvis avait une voix de crécelle, haut perché, à vous arracher des grimaces. Un à un, les spectateurs s'éloignèrent en grognant. Elvis ne se rendait compte de rien. Il fermait les yeux, tout à son interprétation, et braillait à tue-tête. Lorsqu'il reprit le refrain, je préférais partir avant qu'il ne me vienne des envies de meurtre. Je félicitais Franck d'un pouce levé et me hâtais vers le terrain de football. Sam, Joey et plusieurs autres déroulaient déjà leur tente sous la surveillance de Chris. Je pris une tente à mon tour. C'était un paquet noué serré, à peine plus gros qu'un cartable. Je tournais et retournais la feuille dans mes mains, ne sachant trop par où commencer. Chris remarqua mon embarras et vint à mon aide. « C'est facile, m'assura-t-il. » Il dénoua 2 liens et la tente se déploya sur le sol. « Tu vois, voilà les pics et les montants. Tu les emboîtes et tu les dresses à l'intérieur. »« En effet, c'est simple, approuvai-je. » Soudain, Chris tendit l'oreille et se tourna vers les bungalows. « C'est quoi ce bruit ?» grommela-t-il. « C'est Elvis qui chante. » Chris fit une grimace de dégoût. « C'est atroce, on dirait un chat qui s'est coincé la queue dans une porte. » Tout le monde éclata de rire. Sam et Joey ôtèrent leur tennis et je les imitais. L'herbe tiède était douce sous nos pieds nus. Je dépliai ma tente et déposai le sac de piquet sur le côté. Le soleil chauffait ma nuque. J'écrasai un moustique sur mon bras. Un cri retentit soudain et je levai la tête. Sam et Joey se battaient. Mais ce n'était pas sérieux, ils s'empoignaient pour rire. Ils s'emparèrent chacun d'un piquet de tente et entamèrent un duel dans la plus grande tradition des films de cape et d'épée. Ils riaient et plaisantaient, bondissaient par-dessus les toiles dépliées au sol. Mais Sam trébucha sur une bâche. Surpris dans son élan, il perdit l'équilibre, tomba en avant et s'affala lourdement à terre. Je lâchai un cri d'horreur. Un piquet de tente venait de lui transpercer le pied. J'eus un haut le cœur et faillis m'évanouir. Le piquet clouait Sam au sol. La surprise laissait Joey bouche bée. Affolé, je regardais tout autour de moi à la recherche de Chris. Sam avait absolument besoin de soins. Où ce satané moniteur avait-il bien pu disparaître? « Sam !» lâchai-je. Je vais chercher de l'aide. » Mais Sam ne criait pas. Il ne manifestait pas le moindre signe de douleur. Il se pencha calmement et extirpa à 2 mains le piquet. Je poussai un grognement de douleur et ressentis des picotements dans mon pied.
Par solidarité, je suppose. Sam rejeta le piquet d'un geste négligent. Je baissai les yeux sur son pied. Pas de plaie, pas de sang. « Sam, c'est incroyable, m'écriai-je. Tu n'as rien ?» Il se tourna vers moi et haussa les épaules. « Le piquet est passé entre mes orteils, expliqua-t-il. Sur ces mots, il se mit à genoux et commença à monter sa tente comme si rien ne s'était passé. Je déglutis avec peine et dus attendre quelques secondes que s'estompent mes crampes d'estomac. « Planté entre ses orteils ?» me dis-je, incrédule. « Planté entre ses orteils ?» Pourtant j'avais clairement vu le piquet s'enfoncer dans son pied. Étais-je encore en proie à des visions? J'évitais de repenser à cet incident et me concentrais sur ma tente. Une fois la toile dépliée, le montage s'effectuait en quelques minutes à peine. Chris nous les fit monter et démonter plusieurs fois. Puis il organisa le concours du plus rapide. Je le remportais facilement. Sam dit que c'était la chance des débutants, mais Chris m'affirma que j'étais tout à fait prêt pour le bivouac. « Et où irons-nous camper ?» demandai-je. « Loin, loin dans les bois, » répondit Chris en adressant un clin d'œil appuyé à Sam et Joe. Je repensai à l'histoire d'oncle Joe et un frisson me parcourut. Mais je me ressaisis rapidement. Je n'allais tout de même pas me laisser effrayer par si peu. Après cela, nous eûmes une leçon de sauvetage. L'eau du lac était claire, mais glacée. Heureusement, je suis un excellent nageur. J'ai même passé mon brevet de secourisme. Je fis équipe avec Joey et nous nous entraînâmes à nous sauver l'un l'autre. L'image du piquet planté dans le pied de Sam continuait à hanter mon esprit, mais je m'efforçais de la chasser. La baignade prit fin et je retournai à mon bungalow pour me changer avant le dîner. De nouvelles flaques bleues maculaient le sol. Manifestement, personne n'y prêtait la moindre attention. Je ne voulais pas non plus m'en inquiéter. Je fis donc comme si elle n'existait pas. Frank entra à son tour. Il était très excité. « Je suis retenu pour le spectacle, » m'annonça-t-il, ravi. « Et Véronica aime tellement ma chanson que j'aurai la vedette. »« Super !» m'exclamai-je. « Et Elvis ? Il fera aussi partie de la troupe, comme régisseur. » J'enfilai à la hâte l'uniforme blanc de la colo et me rendis au réfectoire. Sur le chemin, je croisai un groupe de filles qui sortaient de leur bungalow. Je cherchais Lucie, mais elle n'était pas du nombre. J'étais d'excellente humeur. J'avais totalement oublié ces étranges flaques bleues et le mystérieux brouillard noir. Oublié Elvis qui affirmait que les histoires de fantômes étaient vraies. Oublié Lucie qui plongeait son bras dans les flammes. Joey qui flottait dans les airs et Sam qui jouait les fakirs avec les piquets de tente. Une seule et unique pensée occupait mon esprit, manger. Hélas, au milieu du repas, Joey démolit ma bonne humeur et mes craintes revinrent en bloc. On venait de nous servir le plat de résistance. C'était du poulet avec une sorte de sauce blanche, accompagnée d'épinards et de pommes de terre trop cuites, réduites en bouillie. Mais je me fichais de ce qu'il y avait dans mon assiette. J'étais si affamé que j'aurais pu avaler un cheval avec sa selle. Je levai mes couverts, prêt à engloutir la mixture, quand Joey m'interpella de l'autre côté de la table. « Hé, Harry, regarde ça !» Je levai les yeux de mon assiette. Alors, Joey s'empara de sa fourchette et la planta profondément dans son cou.